LCP Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, première mutuelle des agents du service public, présente État de santé. En France, une personne sur 10 est en situation d'isolement total. Et un Français sur 5 se sent régulièrement seul. Malgré les idées reçues, la solitude touche tout le monde et en priorité les jeunes. Pendant l'été, par exemple, ou lorsque c'était mon anniversaire, pendant les fêtes de fin d'année aussi. C'est des moments où on s'attend à se réunir. Et quand on voit qu'on ne peut pas combler ce besoin, eh ben, ça peut rendre triste. Déprime, idées noires, la solitude est néfaste pour la santé mentale, mais elle augmente aussi le risque de développer des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Alors, pour certains professionnels de santé, rompre l'isolement fait partie intégrante du soin. Quand il y a quelque chose qui ne colle pas chez moi, eh ben, je me confie à eux. Mais en avons-nous tous conscience? Les maux de la solitude sont-ils trop souvent ignorés? C'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. On va parler de la solitude. Est-ce que c'est devenu un problème, un des problèmes de santé majeurs de ce 21e siècle? La solitude, ça n'est pas nouveau, évidemment, mais il est de plus en plus admis qu'elle a un impact réel sur la santé physique, pas seulement mentale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la solitude à propos? Et puis, comment y remédier? C'est une question passionnante qu'on va aborder avec vous. Bonjour Bertrand Lièvre. Merci Bonjour. beaucoup. Dans un instant, on verra quel est votre parcours. Vous êtes psychiatre. Alors d'abord, il y a une bonne solitude, parce que chaque individu a besoin de moments de solitude dans une vie trépidante. Oui, ce qu'on pourrait appeler la solitude choisie et qui ne confine pas à la tristesse. Et la solitude, alors subie, c'est le fait de se sentir seul, alors que parfois on n'est pas forcément isolé. Absolument. Ce qu'on repère dans notre pratique clinique, c'est qu'il y a des gens qui sont peu isolés, qui se sentent massivement seuls, parfois même avec des solitudes ingérables, et des personnes qui, alors qu'elles sont assez isolées, ne ressentent pas de sentiment de solitude. La solitude, c'est avant tout, j'allais dire, un éprouvé, un sentiment personnel, c'est quelque chose d'universel, comme vous le disiez, qu'on traverse tous. Mais il y a deux types de solitude. Il y a la solitude choisie ou la solitude qui confine parfois à la tristesse, mais qui reste gérable. Et puis, il y a des solitudes que j'appellerais ingérables, qui vont générer des troubles sévères parfois, des sentiments d'abandon, des angoisses d'abandon, parfois des angoisses de mort, qui confinent la personne à ressentir comme un effondrement psychique. Et c'est là que nous allons les rencontrer dans notre pratique, puisque c'est invivable et qu'il y a des troubles psychiques à ce moment-là. Et précisément, en qualité de psychiatre, depuis des dizaines d'années, vous accompagnez ces personnes seules. On regarde votre parcours professionnel. Je suis le docteur Bertrand Lièvre, je suis médecin, psychiatre des hôpitaux, j'exerce sur les hôpitaux Paris-Est, Val-de-Marne. Je suis par ailleurs médecin coordonnateur d'une association dans le médico-social qui s'appelle Apogéi 94 et qui gère 28 établissements et services. Et enfin, je suis engagé de longue date dans la promotion de la santé mentale, particulièrement à Santé Mentale France. Alors docteur, est-ce qu'il y a des patients jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, vous nous le direz, qui viennent vous voir spécifiquement pour vous parler de la solitude, ou est-ce que c'est pas la première chose dont ils vous parlent? Dans les consultations, qui est un lieu de l'intime, j'allais dire, on vient se confier. Et beaucoup de patients nous parlent de leur solitude et des conséquences en termes d'isolement social. Ce sont deux phénomènes un peu différents. La solitude, c'est plutôt un phénomène subjectif. Et l'isolement social, un phénomène plutôt objectif. Donc les gens viennent nous parler de leur solitude, mais ils viennent nous en parler souvent quand ils sont impactés dans leur vie, c'est-à-dire sur le plan fonctionnel, et qui vont présenter des troubles. Mais plus globalement, quand on a beaucoup de relations sociales, Mhm. quand on ne souffre aucunement de solitude, est-ce qu'on Mhm. peut dire vraiment de façon affirmative que oui, on vit plus longtemps en meilleure santé? Absolument.
Absolument. Une étude récente de 2023, l'étude américaine qui a amené à l'apparition dans le monde d'une tribune, montre l'augmentation des troubles de santé, physique comme vous le rappeliez, mais aussi de santé mentale, et un impact sur l'espérance de vie, avec une augmentation dans la solitude des morts prématurées de 26%, Ouais. et dans l'isolement social, ce chiffre augmente à 29%, ce qui est Alors, terrible tout de même. donc, on a des troubles quand on est seul et quand on souffre vraiment. Quels sont ces impacts? Infographie. Savez-vous ce qui est aussi dangereux pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour? Aussi néfaste que la sédentarité ou la consommation excessive d'alcool? La solitude. Elle augmente le risque de mourir prématurément de près de 30%. Si vous l'ignoriez, ce n'est pas étonnant. Avant l'épidémie de Covid-19 et les différents confinements, peu de chercheurs s'étaient intéressés à ce sujet. L'une des premières à l'avoir prise au sérieux est la neuroscientifique américaine Julianne Holt-Lenstad. C'est elle qui a montré dès 2010 que la solitude avait sa place aux côtés des facteurs de risque les plus connus. Depuis, de nombreux scientifiques ont mis en lumière les liens entre la solitude et certaines pathologies ou troubles psychiques. Mais comment les expliquer? Plusieurs hypothèses sont avancées. D'abord, l'impact de la solitude sur notre santé mentale. Elle augmente les risques de dépression ou de suicide, par exemple. Mais moins de relations sociales, c'est aussi moins de proches qui nous poussent à aller consulter ou à mieux manger. Autre hypothèse, les personnes seules seraient davantage touchées par le stress chronique, facteur de risque de maladies cardiovasculaires, ou l'inflammation chronique, une réaction excessive du système immunitaire qui peut entraîner des pathologies comme le cancer ou des maladies neurodégénératives. Longtemps ignorée, la solitude commence à sortir de l'ombre, mais elle n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Alors, docteur Lièvre, revenons juste un moment sur le Covid. Parce que le Covid a été un moment extraordinairement inédit et particulier où beaucoup ont vécu la solitude, une solitude subie, contrairement à quelques mois avant. Bon, mais ça a été sur une durée de temps donnée. Ça, ça a eu un impact au moment même du Covid. Vous voyez des patients qui viennent vous dire je m'en suis jamais remise ou pas? On a toujours des personnes qui restent impactées par les effets d'isolement, j'allais dire, plus que de solitude, parce que je crois qu'on était au-delà pendant la pandémie, particulièrement les jeunes. Les études récentes de l'IFOP retrouvent chez les 18-24 ans un sentiment de solitude régulier à plus de 60%. Et on a... Alors ça, c'est une idée reçue sur laquelle, pardon, je vous interromps, parce que on pense que ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées par la solitude. Et dans cette étude d'IFOP, 62% des jeunes se sentent régulièrement seuls, entre 18 et 24 ans, 37% pour les plus de 65 ans. Est-ce que c'est aussi parce que les jeunes supportent moins la solitude que les personnes âgées? Alors, chez les personnes âgées, c'est ce qu'on a décrit dans le syndrome du retrait progressif, Ouais. qui est une adaptation au vieillissement et à la fin inéluctable. Chez les jeunes, tous les jeunes, même si le chiffre est important, vont vivre la solitude de manière différente. Il y a des solitudes gérables, mais il y a des jeunes qui sont enfermés chez eux actuellement. On a beaucoup de demandes de ce côté-là, ce qui a été appelé le syndrome de la grotte, qui se sont effondrés. En fait, on n'est pas tous égaux devant la solitude. Certaines personnes ont traversé la petite enfance avec des manques d'appui, j'allais dire, ce qu'on appelle, nous, l'intégration des imagos parentaux. Les imagos parentaux, c'est prendre conscience que quand ses parents ne sont pas à côté, ils sont quand même là. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics, au départ, alors que ces jeunes criaient leur souffrance, ont augmenté les temps de sortie, les distances, ce qui n'a rien produit. Ce qui a produit, alors c'est quand ils ont mis en place les épiceries solidaires. Ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est devenu un duo thérapeutique entre le jeune et, en fait, cet imago parental qui était les épiceries solidaires, où on pouvait aller quand on avait besoin, mais qui n'étaient pas forcément intrusifs parce qu'ils n'étaient pas à la maison. Et on voit bien que les décisions de service public dans des champs qui peuvent apparaître loin de la psychiatrie,
doivent être réfléchies sous l'angle de la santé mentale, parce qu'on a tous une santé mentale et ça doit traverser l'ensemble des questionnements des pouvoirs publics dans les politiques publiques. Alors, il y a eu le Covid, il y a plus généralement aussi les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on regarde ce reportage de Marianne Cazot auprès d'une jeune femme qui a ce sentiment de solitude. Elle en parle très volontiers, c'est très précieux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Reportage. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, si on appelle ça une chance, d'avoir plein d'amis. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est pas mon cas. J'avais plein de potes quand j'étais plus jeune. Là, je me suis pas présentée, je crois. Donc, je m'appelle Snejana, j'ai 27 ans et je suis freelance. Et je suis en études de psycho aussi. Voilà. J'avais quelque chose sur le cœur qui est le poids de la solitude au quotidien. J'avais envie de pouvoir en parler à des inconnus parce que autour de moi, mon cercle était restreint justement. Ça m'a fait du bien à ce moment-là d'extérioriser tout ce que j'avais sur le cœur. Et ça m'a permis aussi de prendre du recul, de me dire peut-être qu'il y a d'autres gens dans ma situation. En grandissant, j'ai eu de moins en moins d'amis, de moins en moins d'entourage. Quand j'étudie toute seule à la maison pendant des heures et que je me rends compte qu'il n'y a personne avec qui parler, ça peut m'envahir d'un coup comme ça. Pendant l'été, par exemple, ou lorsque c'était mon anniversaire, pendant les fêtes de fin d'année aussi. C'est des moments où on s'attend à se réunir. Et quand on voit qu'on ne peut pas combler ce besoin, eh ben, ça peut rendre triste. Moi, je me suis rendu compte que j'avais personne en me disant « mais si je me marie, j'invite qui ?» Et je me suis fait la même réflexion, donc ça m'a fait rire. Je suis beaucoup trop épuisée au quotidien, je travaille énormément et donc cette fatigue a tué ma vie sociale. Je n'arrive plus à sortir le week-end. J'ai reçu des commentaires par milliers de gens qui disaient « je vis la même chose que toi » et j'ai aussi reçu des messages en privé où les gens se confiaient un peu plus et souhaitaient même me rencontrer pour, pourquoi pas, commencer une amitié. C'était pas mon but à la base, mais je me suis ouverte à cette possibilité-là et on a commencé à discuter et au final, je me suis fait ghoster. Donc c'est là où je me suis dit que parfois c'est un leurre, les réseaux sociaux. On a l'impression que les gens sont proches de nous et peuvent créer des relations de qualité avec nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois même, ça génère un engouement éphémère où on se parle par message. Là, j'ai reçu pas mal de likes, d'abonnements, etc. Et après, ça s'essouffle d'un coup. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est à ce moment-là qu'on voit qui sont les vraies personnes qui restent sur le long terme. Et là, j'ai constaté encore une fois qu'il n'y avait pas grand monde. J'ai traversé des moments où j'étais vraiment déprimée, voire je pense que j'ai traversé des phases dépressives. C'était mélangé à des difficultés que j'avais de santé et à la solitude que je vivais au quotidien, où je manquais d'amis pour me soutenir dans ce que je traversais. Entre les nouvelles relations qui ne fonctionnent pas, qui sont un peu étouffées dans l'œuf, et me rendre compte que j'avais de l'anxiété sociale et que ça ne partait pas, et trouver des solutions pour ça, et en même temps rencontrer de nouvelles personnes, enfin c'était un enfer. Et je dis pas que j'en suis sortie, mais j'avance sur ce chemin de guérison. J'ai aussi utilisé des applications comme Tinder pour rencontrer de nouvelles personnes en expliquant que je cherchais uniquement des amitiés. Aller s'amuser, faire un laser game, chanter. C'est que récemment que j'ai eu ce déclic et ça a super bien marché pour moi. Alors, docteur Lev, qu'est-ce qui vous frappe dans le témoignage de cette jeune femme ? Ce qui me frappe en premier en tant que psychiatre, c'est quand elle emploie le terme d'anxiété sociale, c'est qu'on voit que ça produit déjà des effets en termes de santé mentale. Et ce qui me frappe, c'est le lien qu'elle fait entre les réseaux sociaux et ce sentiment de solitude. Une étude américaine de Pittsburgh, en Pennsylvanie, a montré le lien extrêmement fort entre les réseaux sociaux et le sentiment de solitude. Parce que en fait, ce sont des rencontres, elle le décrit bien, des rencontres éphémères, des impasses. Et le nombre ne fait rien, la qualité qui finalement... En fait, plus de 2 heures passées sur les réseaux sociaux, c'est se sentir 2 fois plus seul. Toutefois... Plus de 2 heures passées à scroller sur les réseaux sociaux, on en sort plus seul qu'avant. Que si on passait moins de 2 heures, absolument. Ça a été mesuré? Oui, ça a été mesuré, oui. Pour les pouvoirs publics, l'idée, ce serait de faire en sorte que les applications
virtuel de rencontre se décale dans le réel. C'est-à-dire que et c'est en cours actuellement. Il y a des applications 3D qui permettent aux gens de se rencontrer entre amis, entre collègues, mais celles-ci, elles ont un intérêt si elles produisent des rencontres dans la réalité. Sinon, c'est l'inverse. Sinon, on est encore plus seul et plus isolé. Quand on a ce sentiment, il faut aller consulter. Il ne faut pas rester tout Alors, seul face à son téléphone et vous son savez, la sentiment de psychiatrie solitude. publique, et on en parlera peut-être un peu en difficulté, ce que j'ai envie de dire, et c'est bon pour tout le monde, et c'est bon pour moi parce que j'y pense souvent, c'est que d'être autonome, c'est multiplier les dépendances. Et c'est multiplier les dépendances à ce que Neuburger appelait les cercles d'appartenance, c'est-à-dire les groupes sociaux. Par exemple, il ne faut pas passer tout son temps à travailler. Au moment où on va tomber en retraite, ça va être une catastrophe. Ouais. Il faut avoir plusieurs groupes sociaux dans lesquels on est inscrit, avec qui on a des intérêts communs, avec qui on a des valeurs communes. Et ça, parce qu'on est des êtres de relation et qu'on a besoin de ça. Donc, j'allais dire, c'est assez simple, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est intéressant parce qu'on est déjà là dans comment y remédier. Juste avant, quels sont les symptômes? Quels sont les signaux d'alerte? Les troubles qu'on rencontre sont essentiellement des troubles dépressifs liés à la solitude, des conséquences. Déprime, puis Oui. dépression. Les troubles anxieux, et particulièrement, comme le dit cette jeune femme, l'anxiété sociale, qui va amener à ne plus sortir de chez soi. Et puis l'augmentation de consommation du tabac, mais aussi des psychotropes et des substances illicites, par exemple. Ouais. Est-ce que la solitude est liée au lieu de vie? Campagne, ville? Alors, cela semble prouvé particulièrement pour les personnes âgées. En fait, en ruralité, c'est pas le manque de convivialité et de soutien social de proximité qui fait défaut. C'est en fait le manque de commerce et de services publics de proximité. C'est aussi le manque de transport et c'est aussi parfois la faiblesse du réseau téléphonique. Et on voit bien que les solutions à trouver ne sont pas que dans le champ du sanitaire. Mais parfois, le champ du sanitaire est extraordinairement précieux pour rompre l'isolement quand même. On va par exemple suivre ce soignant, cet infirmier libéral qui fait une tournée auprès des personnes âgées. Et on se dit que si lui n'existait pas, ce serait terrible pour certaines personnes. Marianne Cazot l'a suivi pour état de santé. J'aime bien aller vers les gens et j'ai toujours voulu travailler à domicile parce que j'ai l'impression de plus facilement connaître les patients. On les voit tous les jours, plusieurs fois par semaine et pendant aussi beaucoup plus d'années que si on était en service classique. Ouais, bah oui, vous avez passé une bonne journée? Ouais. Lors de mes études, j'avais eu des frustrations. Certaines fois, je ne connaissais pas le nom des patients que je soignais parce que y avait tellement d'informations à prendre en compte, de choses à surveiller pour l'état de santé de la personne, que j'avais pas forcément le temps de discuter avec les gens. Il me manquait une certaine forme de proximité. Une chose qui a toujours été importante pour moi dans le soin. Bon, à demain. À demain, Pierre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous avons une bonne partie de nos patients qui vivent un contexte un peu d'isolement. Pour la plupart, ils ont quand même une famille qui est proche. Ils ont aussi des aides à domicile. Bonsoir. Mais nous avons aussi des patients qui connaissent un isolement un peu plus important, avec une famille qui est certes présente par le téléphone, par d'autres choses, mais qui reste éloignée. Et du coup, les intervenants extérieurs comme nous trouvent toute leur place parce qu'on leur apporte des services au quotidien. Ils vont à la pharmacie pour moi, ils vont tout. Il m'a posté 2 lettres hier. Je vais devoir écrire mes cartes aussi pour l'Angleterre, donc il y en aura d'autres. Bonsoir. Ouais. La journée s'est bien passée? Bon, c'est long. C'est long, ouais. Ouais, bah oui. Vous avez pas vu grand monde? Non, j'ai vu la lettre ménagère ce matin. Ce matin, ouais. Et puis vous? Oui, bah nous, oui. C'est mon collègue Florian qui est passé. Parfois, nous sommes les seuls intervenants extérieurs ou les seules personnes qui croisent dans leur journée. Et on sent que c'est un moment un peu privilégié. Donc, c'est à nous d'être vigilants, de leur accorder toute l'importance à ce moment-là, en fait. Et pas juste, on arrive chez eux, on fait le soin et on repart. On voit beaucoup de monde. Hein. Des fois, on a des tournées, on voit 40 personnes dans la journée. Donc, c'est dur d'être attentif à chacun, mais on a quand même cette responsabilité-là. Je considère que ma journée est réussie si j'ai l'impression d'avoir fait mon travail correctement, mais également que j'ai été à l'écoute des gens, que j'ai pris le temps avec les gens et pas une sensation d'avoir été tout le temps, toute la journée très vite. Bah, il fait noir ici.
Ah bah c'était bien aujourd'hui. Je me retrouve toute seule. Heureusement que je les ai. Le capteur, il est... Quand il y a quelque chose qui colle pas chez moi, je me confie à eux. Et puis, j'ai eu un moment difficile. Là, il y a 6 mois, j'ai perdu mon frère de la maladie de Charcot. Et ça a été très dur pour moi de le voir partir. Et ils étaient là. Et ça m'a aidée. On est là aussi pour entendre ces choses-là, pour les soutenir. Et j'ose l'espérer que c'est important pour les gens, ces marques d'affection, que ça nous touche, qu'on n'est pas juste une personne qui est là pour les soigner, mais qu'on est aussi un humain et qu'on est aussi là pour les aider. Il y a la relève. Il y a la relève. C'est sûr, il faut que ça plaise aussi. C'est comme d'être médecin, c'est pareil, c'est une vocation. Ah bah oui. Bah, il faut aimer les gens, quoi. C'est ça, il faut aimer les gens d'abord, ouais. Oui, je crois. Docteur Bertrand Lièvre, ce reportage-là, cet infirmier, c'est un bienfaiteur, en même temps que c'est un soignant. Enfin, il est formidable, heureusement qu'il est là. Il est engagé, et heureusement qu'il y en a encore. On est en difficulté pour trouver des infirmiers libéraux pour faire du domicile. Vous pensez que ce type de profil, il y en aura de moins en moins? Il y en a déjà de moins en moins. Moi qui fais du domicile, puisque ma pratique est une pratique d'équipe mobile, on a notre réseau d'infirmiers libéraux, mais c'est un peu toujours les mêmes. Pourquoi on trouve moins de profils? Alors après, il y a sûrement des questions qui m'échappent, des questions financières, des questions d'engagement. Je crois que c'est aussi, on voit un collègue très engagé. Alors les infirmiers libéraux sont essentiels effectivement dans ces situations de solitude, mais je pense aussi aux aides humaines, aux auxiliaires de vie, qui font beaucoup pour ces gens très seuls. Et puis je pense au bénévolat, je pense à des associations avec lesquelles je travaille, Saint-Vincent-de-Paul, les Petits Frères des Pauvres, qui font parfois presque des miracles, parce que je ne crois pas aux miracles, mais qui participent largement de l'accompagnement de ces personnes isolées, oui. Au Royaume-Uni, il y a une initiative qui m'a un peu surprise. On prescrit des activités sociales. Ça veut dire quoi, prescrire des activités sociales? Alors, en Angleterre, je crois que ce sont avant tout des prescriptions muséales. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des prescriptions pour aller au musée. En fait, c'est des pratiques qu'on a depuis bien longtemps dans les services de santé mentale, de psychiatrie, particulièrement sur les hôpitaux de jour. Nous, on avait mis en place des conventions avec les musées nationaux. Et effectivement, ça participe du processus de rétablissement, d'être inscrit dans la société, d'aller voir de la culture. En même temps, on ne peut pas tout attendre de ça. C'est pas parce qu'on va aller au musée une fois par mois que ça va guérir la personne ou résoudre tous les problèmes qui sont bien plus larges. Donc, méfions-nous des effets d'annonce. C'est un élément important, mais on est en attente d'autres choses du côté des pouvoirs publics. Il y a quelque chose sur lequel on ne s'est pas arrêté, évidemment, c'est la question sociale, justement. Et la précarité est un facteur d'isolement et de solitude. La Fondation de France a beaucoup travaillé, puisqu'elle sort des rapports sur la solitude depuis de nombreuses années. Il y a un lien fort entre la pauvreté et l'isolement social, et particulièrement avec des perceptions d'isolement social très, très élevées chez les personnes au chômage. Donc il y a effectivement des actions sociales à mettre en place. Vous avez voulu poser une question à un parlementaire, comme on a l'habitude de le faire dans l'émission. En l'occurrence, Annie Vidal vous répond. Elle est députée Ensemble pour la République de Seine-Maritime. Vous vouliez savoir si il ne serait pas précieux de créer un poste de délégué interministériel à la santé mentale et la psychiatrie pour précisément prendre en charge au niveau interministériel ces questions-là. Et elle vous répond. C'est le professeur Franck Bellivier, qui est délégué ministériel à la santé mentale auprès de la ministre du Handicap. Quand on parle de la santé mentale des étudiants, par exemple, forcément, il va travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. Si on parle de la santé mentale des personnes âgées qui peuvent être en souffrance psychique du fait d'un isolement social important, ça va forcément être le ministère des Solidarités. Donc, de fait, par la définition de sa mission, il s'appelle délégué ministériel, mais finalement, il a un rôle interministériel. Sur le faut-il en plus un délégué interministériel, je ne suis pas certaine que ce soit pertinent au niveau national. Par contre, il me semble que comme on a une feuille de route
comme on a un délégué ministériel qui doit donc s'assurer de cette feuille de route, d'avoir un référent santé mentale sur les territoires, ça me semblerait pertinent. Voilà pour la réponse à votre question. Donc, pourquoi interministériel alors qu'il y a déjà un délégué ministériel? Et elle évoque des références santé mentale sur les territoires qui pourraient être plus intéressants qu'un délégué interministériel. Vous êtes d'accord? Pas vraiment. La question de la santé mentale traverse tous les champs et tous les ministères. La délégation ministérielle est quand même plus sur le champ du sanitaire ou du handicap. Et notre attente, je parle là plutôt en tant que membre de Santé mentale France, c'est effectivement une délégation interministérielle pour que l'ensemble des réflexions et des décisions des pouvoirs publics soient interrogées sous l'angle de la santé mentale, puisque nous avons tous une santé mentale et nous devons en prendre soin, et l'État doit prendre soin de notre santé mentale. C'est une de ses fonctions, j'allais dire. C'est votre demande à la députée. Plus largement, quelle serait, pour répondre à l'enjeu de la solitude, quel serait votre souhait en tant que médecin? Je reste dans l'idée que déjà mettre en place une délégation interministérielle, ça me paraît important. Et aussi, je souhaite le dire, réenchanter la psychiatrie publique qui est dans certains territoires dans une situation extrêmement préoccupante avec des catastrophes humaines, familiales. Et on ne peut pas ne pas y penser. Dernière question, avant de nous quitter. Quels sont les conseils que vous donnez aux personnes qui ont un sentiment de solitude? Si les gens ont un sentiment de solitude, ce serait inscrire dans des groupes sociaux. Si elles ont des conséquences psychiques de leur solitude, c'est de venir consulter, de se faire accompagner, de se faire soigner si elles ont des troubles de santé mentale. Et nous attachons aussi également à la réinscription dans la société des personnes que nous accompagnons. Bon, si vous vous sentez seul, ne restez pas seul parce qu'il y a des solutions. Il y a des pour solutions, en sortir, oui. Et qui peuvent intervenir de l'extérieur. Merci beaucoup Bertrand Lièvre d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette émission d'État de santé sur LCP. LCP Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, vous a présenté État de santé.